OK, parlons un peu de commerce international, mais avant de parler de commerce international, les grands blocs intégratifs. Alors, des choses que beaucoup de gens mélangent, c'est que l'Union européenne, la zone euro, c'est pas la même chose. Et l'ALENA, et maintenant, c'est plus l'ALENA, c'est un autre nom, c'est l'accord, je ne sais plus trop, les États-Unis, Mexique, Canada, je pense. C'est des blocs, donc il y a des différences, OK? Alors, premièrement, l'ALENA, qui est maintenant l'accord États-Unis, Mexique, Canada, c'est un accord de commerce international sur la libre circulation des biens et services. Donc, c'est-à-dire que, en général, si tu es une firme canadienne, tu peux exporter vers les États-Unis sans trop de mal, donc sans trop de complications administratives, sans trop de, ou pas du tout, de tarifs douaniers. Donc, il n'y a pas d'imposition de taxes aux choses que tu envoies vers tes clients aux États-Unis et vice-versa, évidemment. Donc, ça va dans les deux sens. Ça, c'est un bloc de commerce international assez gros. Canada, États-Unis, Mexique. Donc, le tout ensemble, là, ça fait à peu près quoi? Bon, plus ou moins 500 millions de personnes. Donc, ça fait un gros bloc. Et donc, pour les entreprises de petites régions, mettons comme si on prend juste le Canada, qui a 38, on va dire 40 millions d'habitants, c'est sûr que c'est intéressant d'avoir accès à un marché beaucoup plus gros, 10 fois plus gros. Et ça permet donc une espèce des gains de productivité, d'efficience et de diversité de produits aussi, évidemment, pour les consommateurs. Et ça met de la pression concurrentielle sur l'ensemble des producteurs. Donc, c'est bon au niveau des prix pour les consommateurs. Donc, non seulement en diversité, mais en prix. Et donc, bref, ça a plein d'avantages. Ça, c'est un bloc commercial, d'entente commerciale. Après ça, l'Union européenne, c'est aussi un bloc commercial, donc d'échange, un peu comme nous, comme l'Amérique du Nord. Mais en plus, il y a la libre circulation des personnes et des capitaux. Un peu partout, d'ailleurs, la libre circulation des capitaux. Donc, tu peux envoyer des fonds d'un côté et de l'autre, puis ce n'est pas vraiment taxé ni rien, ou contrôlé. En Union européenne, donc c'est un peu plus poussé, c'est-à-dire que non seulement il y a une entente de commerce international entre les pays de l'Union européenne, mais il y a aussi une entente où il y a libre circulation des gens et en particulier des travailleurs. Donc, les gens peuvent aller de pays en pays, travailler pas mal où ils veulent, finalement. Et c'est pas compliqué, t'sais. Tandis que pour un Canadien, par exemple, de travailler aux États-Unis, c'est quand même tout un truc, là. Donc, il faut un permis de travail et tout. Donc, il y a des différences. Une autre chose qui est différente, c'est que entre un bloc commercial, simplement, et un bloc plus intégratif comme l'Union européenne, c'est qu'en Union européenne, il y a une négociation centralisée pour l'ensemble des membres pays de l'Union européenne en ce qui concerne les négociations entre tous les membres et le reste du monde. Donc, par exemple, si, je ne sais pas moi, le Mexique veut passer une entente de commerce international avec certains pays de l'Union européenne, bien, en fait, il va négocier pour l'ensemble de l'Union européenne comme si c'était un gros pays. OK? Tandis que pour le Canada, ce n'est pas comme ça ou les États-Unis. On ne négocie pas conjointement Mexique, Canada, États-Unis comme un gros bloc avec le reste du monde. OK? Donc ça, c'est une autre chose. Donc il y a une espèce de négociation globale pour l'Union européenne au nom de tout le monde. Et c'est toutes les mêmes normes qui s'appliquent envers les non-membres de l'Union européenne. Ensuite, l'Union européenne va aussi plus loin. Donc, il y a harmonisation des politiques d'immigration. Donc, une fois que les immigrants... Donc, déjà, qui laisser rentrer, tout ça, bon, là, il y a des complications par pays un petit peu. Mais en gros, il y a une certaine harmonisation. Donc, c'est général. On essaie de rendre la chose comme pareil partout pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et encore une fois que les gens sont rendus, ils peuvent se promener de pays en pays sans trop de problèmes, surtout pour travailler. Donc, ce qui est très, très différent de l'Amérique du Nord, par exemple. Et donc, ça vous donne des petites idées, là. Donc, l'Union européenne, c'est un bloc beaucoup plus fondamental, intégratif là, entre les pays.
ce n'est pas juste une entente de commerce. Okay? Donc, c'est un bloc intégratif qui intègre les membres dans un tout beaucoup plus serré où il y a libre circulation des gens, libre circulation des capitaux, harmonisation des politiques de commerce avec le reste du monde, ainsi de suite. Ensuite, il y a la zone euro. Donc, la zone euro, ce n'est pas l'Union européenne. Donc, la plupart des membres, sinon tous les membres de la zone euro font partie de l'Union européenne, mais la zone euro, c'est quelque chose de spécifique, c'est-à-dire c'est tous les pays qui utilisent l'unité monétaire euro. Et donc, tous les pays de la zone euro ont comme point central l'euro, la devise, et donc une même politique monétaire qui provient de la Banque centrale européenne. Okay? Et donc, ça aussi, c'est différent. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc là, tu as plusieurs pays qui ont la même monnaie, qui peuvent ou non faire partie de l'Union européenne. Okay? Donc, c'est à démêler, là, tout ça. Donc, ALENA, accord de libre-échange nord-américain, qui est devenu, depuis, je pense, 2017 ou 2018, l'accord États-Unis-Mexique-Canada, qui est renouvelé. Donc, il y a eu des trucs là, qui ont un peu changé. Ensuite, il y a l'Union européenne, qui est très intégratif. Donc, les gens peuvent circuler librement pour le travail, la libre circulation des capitaux et la négociation comme agrégée pour l'ensemble de la zone envers le reste du monde. Et finalement, il y a la zone euro, qui n'est pas vraiment une affaire de commerce, mais bien monétaire, donc utilisation de la même monnaie. Et donc, ils ont tout le monde la même politique monétaire, qui est décrétée évidemment par la Banque centrale européenne. Okay? Donc, c'est à démêler tout ça. Et ensuite, il y a séparé de tout ça, évidemment, les grandes institutions internationales là, de type FMI, donc Fonds monétaire international, qui s'occupe de la stabilité des marchés financiers mondiaux, fait des prêts d'urgence, surtout à des pays fragiles, des petits pays fragiles qui ont des problèmes de balance des paiements, des crises de change, des trucs comme ça. Là. Donc, le FMI va intervenir pour les aider. La Banque mondiale, donc qui fait des prêts pour favoriser le développement et la prospérité, diminuer la pauvreté, etc. Ensuite, il y a l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui s'affaire à réguler l'ensemble du commerce international, régler les différends, donc régler les disputes de commerce autant que possible, quoique c'est très difficile. Et ainsi de suite. Okay? Donc, il y en a plein. Il y a des banques de développement internationales, la Banque interaméricaine de développement, la Banque africaine de développement. Bon, il y en a plein. L'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique, qui est un ensemble de pays plutôt riches, donc de PIB par habitant plutôt élevé, où il y a de la coopération un peu, de la coordination économique, des rencontres internationales entre les ministres des Finances, les gens des banques centrales, les politiciens, tout ça, pour discuter de prospérité, de problèmes communs, plein de trucs. Donc, il faut savoir un peu les grandes institutions internationales, les grands blocs intégratifs dont j'ai parlé surtout. Puis voilà, OK? Donc, ça, c'est un portrait là, global et il y en a plein d'autres, mais je voulais juste en parler un petit peu. Ça, c'est les grands blocs et les institutions.